Bienvenue dans cette leçon concernant les chaînes de montagnes récentes et leur relation avec la tectonique des plaques. Donc, durant cette leçon, on va continuer avec l'activité de les chaînes de subduction et on va prendre l'exemple de la cordillère des Andes. Pour commencer, on va faire un petit rappel. Ce schéma-là représente quelques éléments de la composition terrestre. Il y a des flèches, on va déterminer les éléments désignés par ces flèches. Première flèche, elle indique quoi? Elle indique la croûte océanique. Deuxième flèche, elle indique le manteau supérieur. L'ensemble de la croûte océanique et le manteau supérieur forment la lithosphère océanique. De l'autre côté, on a cette première flèche qui indique la croûte continentale. Et sous la croûte continentale, on trouve aussi le manteau supérieur et l'ensemble de la croûte continentale et le manteau supérieur, elles forment la lithosphère continentale. Donc, la lithosphère océanique et continentale, ce sont les parties rigides de l'écorce de la Terre. Et sous cette lithosphère, on trouve la sténosphère. Il y a deux différences entre la croûte océanique et la croûte continentale. Première différence, c'est l'épaisseur. L'épaisseur de la croûte océanique, elle atteint à peine 10 km, c'est-à-dire elle est moins épaisse que la croûte continentale qui est plus épaisse et qui peut atteindre 30 km d'épaisseur. La deuxième différence, c'est la densité. La densité de la croûte océanique est 3,4, tandis que la croûte continentale, elle est moins dense que la croûte océanique. Sa densité atteint 2,7. C'est quoi la subduction? Vous l'avez déjà étudié en deuxième année collégiale. La subduction, c'est l'enfouissement d'une croûte océanique ou on dit d'une lithosphère océanique et on peut dire d'une plaque océanique sous une autre plaque. Ici, c'est une plaque continentale. Donc, suite aux contraintes tectoniques engendrées par le mouvement des plaques, il y a enfouissement de la croûte océanique plus dense sous la croûte continentale moins dense. Donc, on va commencer cette activité. Premièrement, on a dit qu'on va prendre l'exemple de la cordillère des Andes. La cordillère des Andes, c'est une chaîne de montagnes qui se trouve en Amérique du Sud, sur les côtés ouest de ce continent, entre les frontières de deux plaques, la plaque sud-américaine et la plaque de Nazca. Donc, premièrement, on va déterminer la localisation de cette chaîne de montagnes. Cette chaîne de montagnes, il se trouve, on a dit que sur les bords ou les côtes ouest du continent sud-américain, entre la zone d'affrontement entre la plaque sud-américaine et la plaque Nazca. Cette côte-là, cette côte ouest, elle est caractérisée par une intense activité volcanique et sismique. C'est pour cela qu'on l'appelle une marge active. L'autre côté, il ne connaît pas ces phénomènes géologiques, donc on l'appelle une marge passive. Donc, première réponse pour la localisation de la chaîne ou de la cordillère des Andes. La cordillère des Andes est une chaîne de montagnes qui s'installe le long des côtes ouest de l'Amérique du Sud, c'est-à-dire la marge active, dans la zone d'affrontement entre la plaque Nazca et la plaque sud-américaine. Quelles sont maintenant les caractéristiques de cette chaîne de montagnes? Première caractéristique de cette chaîne de montagnes, c'est la présence d'une profonde fosse océanique qui se trouve dans l'océan Pacifique au bord du continent sud-américain. Et on peut regarder facilement cette fosse océanique si on réalise une coupe topographique.
Donc, la coupe topographique donne ce résultat. Et au niveau de l'océan Pacifique et au bord de l'océan, au bord du continent sud-américain, il y a une fosse qu'on appelle la fosse des Andes. Et cette fosse, elle peut atteindre plus de 7000 mètres de profondeur. Deuxième caractéristique. Deuxième caractéristique, on a dit que le continent ou cette cordillère des Andes, elle connaît une intense activité sismique. La répartition des foyers sismiques, c'est-à-dire les points de déclenchement de séismes, les séismes ce sont les tremblements de terre, on voit que les foyers sismiques ils sont répartis selon un plan oblique sous le continent sud-américain à partir de la fosse océanique. Et ce plan oblique, on l'appelle plan de Benioff. Deuxième caractéristique, c'est le flux thermique. Au niveau de la fosse océanique, on remarque qu'il y a une diminution de la température, on appelle ça un flux thermique négatif. Et au niveau de la cordillère des Andes, on remarque qu'il y a une élévation de la température, on appelle ça un flux thermique positif. Deuxième phénomène thermique, ce sont les isothermes. Les isothermes, ce sont des courbes qui relient les points qui ont la même profondeur et la même température. On remarque que loin de la zone de subduction, ces courbes, elles sont parallèles, mais au niveau parallèle et horizontal. Mais au niveau de la zone de subduction et à partir de la fosse océanique, on remarque que ces courbes s'enfoncent en profondeur selon le plan qu'on a déjà cité, le plan de Benioff. Et ceci, c'est une anomalie thermique, c'est-à-dire c'est une variation anormale de la température. Et d'autres caractéristiques qui se trouvent au niveau de cette chaîne de montagne, et on va l'extraire à partir de cette coupe géologique. Première caractéristique qu'on peut extraire de cette coupe géologique, c'est l'existence de ces plis. On les appelle des plis en éventail. Ce sont des déformations tectoniques. Deuxième déformation tectonique, ici on remarque ce sont ces cassures-là qui sont représentées par ces traits épais, ce sont des failles inverses. Et même on peut trouver aussi des chevauchements. Autre caractéristique, c'est la présence de ces roches-là. Ce sont des roches volcaniques andésitiques. On trouve ça dans la légende. D'autres caractéristiques, c'est la présence de ces formations rocheuses qui sont, on les appelle des granitoïdes. Ce sont des roches magmatiques plutoniques, c'est-à-dire qui se trouvent en profondeur, qui n'atteignent pas la surface. Autre caractéristique de la cordillère des Andes, c'est l'existence d'un intense volcanisme andésitique. Et ce volcanisme, on remarque que c'est un volcanisme de type explosif. Les roches qu'on a déjà citées, qui se trouvent dans les roches magmatiques qui se trouvent au niveau de la cordillère des Andes, qu'on a vu dans la coupe géologique, il y a deux types de roches qui sont l'andésite. L'andésite, c'est une roche magmatique, et sur les granitoïdes ou le granodiorite. La roche, elle s'appelle le granodiorite et on peut l'appeler granitoïde, c'est-à-dire la première remarque, on peut confondre cette roche avec le granit parce qu'elle a la même structure que le granit, mais ce n'est pas du granit. Granitoïde, granit, c'est-à-dire granit, weed, c'est-à-dire la forme, c'est-à-dire c'est une roche qui a la forme du granit, mais ce n'est pas un granit, c'est une roche qu'on appelle granodiorite. Ces deux roches, elles ont deux structures différentes.
L'observation de la lame mince de l'andésite montre qu'elle est formée par de gros cristaux, de petits cristaux ou des microlithes, et ces cristaux sont dispersés dans une pâte vitreuse. Cette structure, on l'appelle une structure microlithique. Et cette structure, elle caractérise les roches volcaniques. Et cette structure est liée au refroidissement par étapes. Les gros cristaux sont dus au refroidissement lent dans la chambre magmatique. Les petits cristaux ou les microlithes sont formés par on peut dire un refroidissement moyen au cours de remontée de la lave vers la surface, et la pâte vitreuse, elle est formée par un refroidissement très rapide qui ne laisse pas le temps aux atomes de s'organiser sous forme de cristaux dans la roche. Donc la pâte vitreuse, c'est une matière non cristallisée. La deuxième roche, le granodiorite, l'observation de la mince de cette roche, il montre que cette roche, elle est formée seulement par des gros cristaux. Donc, cette roche, elle a une structure grenue, et on peut expliquer sa formation par une seule étape de refroidissement, et c'est un refroidissement très lent ou lent. On peut résumer toutes les caractéristiques qu'on a déjà vues dans tout ce document en 3 caractéristiques. Les caractéristiques géophysiques. Premièrement, une importante activité sismique. On a vu que les foyers sismiques sont répartis de façon oblique sur le continent selon un plan qu'on appelle plan de Benioff. Deuxième activité, il y a une anomalie thermique. Il y a 3 types d'anomalies thermiques. Premièrement, une anomalie positive, c'est-à-dire un fort flux de chaleur verticalement sous les volcans, c'est-à-dire sous le continent sud-américain. Deuxièmement, une anomalie négative, c'est-à-dire un faible flux de chaleur au niveau de la fosse inférieure à la normale. Et troisièmement, les isothermes. Les courbes qui relient les points de même température, généralement, elles sont parallèles à la surface terrestre, c'est-à-dire horizontale, mais au niveau des marges actives, on constate qu'ils plongent et migrent en profondeur d'une façon inclinée que celle du plan de Benioff. Deuxièmement, les caractéristiques structurales. Les caractéristiques structurales, premièrement, présence d'une fosse océanique. Deuxièmement, la présence de déformations tectoniques, ce sont des plis en éventail associés à des failles inverses et même des chevauchements. Et dernièrement, les caractéristiques pétrographiques, c'est-à-dire rocheuses. Il y a 2 types de roches qu'on a déjà vues dans la coupe géologique et même dans les échantillons des roches. Il y a présence de roches magmatiques volcaniques qui ont une structure microlithique, c'est l'andésite, et des roches plutoniques qui ont une structure grenue, c'est le granodiorite ou les granitoïdes. Quelle est l'origine de ces roches magmatiques? On va observer la composition chimique des roches volcaniques de la zone de subduction, et on va prendre seulement la roche de l'andésite. L'observation de la composition chimique de cette roche, on voit bien qu'elle a une composition chimique intermédiaire entre la croûte continentale et la croûte océanique. Donc, on peut supposer que l'origine de cette roche ou de ce magma andésitique est un mélange des 2 croûtes, c'est-à-dire la croûte continentale et la croûte océanique. Donc, l'andésite a une composition chimique intermédiaire entre la croûte continentale et océanique, et on peut supposer que son origine est un mélange entre les 2 croûtes. Pour déterminer l'origine du magma andésitique dans les zones de subduction, on va analyser les conditions de fusion partielle de la péridotite. La péridotite, c'est la roche qui constitue le manteau supérieur. Donc, cette roche, il se trouve
cette roche à l'état sec se trouve selon différentes formes, une forme solide plus liquide, c'est-à-dire fusion partielle, et une forme liquide, c'est-à-dire fusion totale. Ici, en ligne rouge, c'est la géothermie des ondes de subduction. La géothermie, c'est la variation de la température selon la profondeur. Et on remarque que avec l'élévation de la profondeur, il y a augmentation de la température. Donc, ici, on voit que si la péridotite elle est sec, c'est-à-dire non hydratée, c'est-à-dire qu'il ne contient pas de l'eau, la géothermie n'atteint pas les limites ou les seuils de fusion partielle de cette péridotite. Mais en présence de l'eau, c'est-à-dire lorsque la péridotite elle est hydratée, on remarque que il y a fusion partielle, donc cette zone ici représente maintenant la limite entre l'état solide et l'état solide plus liquide, c'est-à-dire fusion partielle. On va déterminer les conditions de fusion partielle de la péridotite. La première limite et la deuxième limite de la pression et de la température. Première limite de la température et deuxième limite de la température. Donc, la fusion de la péridotite se produit entre la profondeur entre 80 et à peu près 200 km, c'est-à-dire 25 à 70 ou 65 kilobars, et une température entre 800 degrés Celsius et jusqu'à 1200 degrés Celsius. Donc, on peut dire que une péridotite anhydrite ne peut pas fondre car la géothermie n'atteint pas les conditions de pression et température du solidus nécessaires à un début de fusion partielle. La péridotite hydratée, c'est-à-dire qui contient de l'eau, peut fondre partiellement dans les conditions de profondeur entre 80 et 200 km, c'est-à-dire pression entre 25 et 65 jusqu'à 70 kbar, et une température entre 800 et 1200 degrés Celsius. Donc, la fusion de cette péridotite, qu'est-ce qu'elle provoque? Et comment se produit et quelle est l'origine de l'eau nécessaire à la fusion de la péridotite? Dans les ondes de subduction, il y a l'enfouissement d'une croûte océanique plus dense sous une croûte continentale moins dense. La croûte océanique subduite, ils subissent une augmentation de la pression et la température selon la profondeur. Elle libère de l'eau. Donc cette eau, elle s'échappe, elle provoque la fusion partielle de la péridotite du manteau supérieur de la plaque chevauchante, et cette eau, elle facilite cette fusion partielle, donnant naissance à un magma. Ce magma, soit il remonte à la surface et se cristallise en profondeur, donnant naissance à des plutons de granitoïdes ou de granodiorite, ou il atteint la surface pour donner naissance au volcanisme andésitique. Donc, on va écrire, lorsque la lithosphère océanique entre en subduction, l'augmentation de la pression et de la température entraîne la déshydratation des roches de la croûte océanique, l'eau libérée facilite la fusion partielle des péridotites de la plaque chevauchante, ce qui est à l'origine d'un magma, et ce magma se refroidit en profondeur, donnant des roches plutoniques, c'est-à-dire un refroidissement long, les granodiorites ou les granitoïdes, où ce magma, il remonte en surface et il subit un refroidissement rapide pour donner des roches volcaniques qui sont l'andésite. Cette animation-là résume les conditions ou les étapes de formation de la chaîne de subduction, la cordillère des Andes.
Cette cordillère, elle est le résultat de rapprochement de deux plaques lithosphériques qui sont la plaque Nazca, c'est une plaque océanique, et la plaque sud-américaine. Le rapprochement entre ces deux plaques provoque l'enfouissement de la croûte océanique plus dense sous la croûte continentale moins dense. Cet enfouissement se fait de façon séquentielle, ce qui donne une intense activité sismique dont les foyers se répartissent de façon oblique sur le continent sud-américain. Les forces de contrainte tectonique, c'est-à-dire les forces de compression, provoquent la diminution de la longueur de la croûte continentale. Ce qui est perdu en longueur, elle est compensée en hauteur, c'est-à-dire il y a raccourcissement et épaississement de la croûte continentale, donnant naissance à la cordillère des Andes, avec la formation des plis, des failles inverses, etc. La plaque plongeante subit une augmentation de la pression et de la température et il libère l'eau. L'eau facilite la fusion ici envers le manteau supérieur formé par la péridotite. La fusion elle se fait de façon partielle, c'est-à-dire une partie seulement du manteau supérieur, elle fonde, donnant naissance à un magma. Ce magma, soit il reste en profondeur et se refroidit lentement donnant les granitoïdes, soit il remonte en surface donnant le volcanisme andésitique. Donc, en résumé, le rapprochement des plaques tectoniques provoque l'enfoncement de la plaque océanique plus dense 3,4 sur la lithosphère continentale moins dense 2,7. Au cours de l'enfouissement de la lithosphère océanique, les roches de la croûte océanique subissent une augmentation de la pression et de la température, ce qui provoque la libération de l'eau. L'eau libérée diffuse à travers les roches du manteau supérieur, c'est-à-dire la péridotite. Ainsi se réalisent les conditions de la fusion partielle de la péridotite, conduisant à la formation d'un magma. Ce magma, il migre vers la surface dont une partie cristallise lentement en profondeur et donne naissance à des plutons de granitoïdes à structure grunie, et l'autre partie atteint la surface et se refroidit rapidement pour former l'andésite caractérisée par sa structure microlithique. Et il y a un autre phénomène qui se produit dans les zones de subduction. Et pour terminer, il y a un autre phénomène qui se produit dans les zones de subduction lors de rapprochement de la croûte océanique sous la croûte continentale. La croûte océanique elle est généralement recouverte par sédiments. L'enfouissement de la croûte océanique sous la continentale provoque que la croûte continentale elle racle les sédiments océaniques, formant ainsi ce qu'on appelle un prisme d'accrétion. C'est un prisme formé par l'accumulation des sédiments océaniques. Donc, les sédiments océaniques qui recouvrent la plaque plongeante sont raclés par la plaque chevauchante au niveau de la fosse océanique. L'accumulation de ces sédiments donne naissance à un prisme d'accrétion. Et pour finir, suite aux contraintes tectoniques compressives, il y a épaississement avec raccourcissement de la croûte continentale, formant les chaînes de subduction. Et merci de votre attention et à la prochaine activité, Inch'Allah.